Nous prenons des voix mercenaires colombiens pour la première fois depuis l'assassinat Jovenel Moïse. Nous prenons des voix qui avoué que c'est eux-mêmes qui tuaient Jovenel Moïse. Ils ont expliqué de A à Z comment l'opération a déroulé, comment sécurité la cas Jovenel a réagi et comment ils ont arrivé tuer Jovenel Moïse en dans chambre et sorti aller après. Journal colombien Noticias Caracol fait connaître que gagné 15 heures de temps déclaration audio que ancien militaire colombien ont fait. Bien sûr, dans la vidéo ça, nous pas fait aucun commentaire. Vidéo l'a fait en deux parties. Une partie qui a expliqué comment l'opération en fait, comment ils ont entré la caille Jovenel, comment sécurité Jovenel a réagi, comment ils ont fouillé caille là, et surtout comment ils ont sauvé avec plusieurs millions de dollars. Je vais raconter tout que dans l'opération entrée la Jovenel là, tu as 4 policiers haïtiens qui étaient avec eux. Je ne vais pas dire non plus, je vais quitter dans des longues vidéos ça, une émission qui fait en espagnol dans le pays Colombie que moi traduit en français pour nous en deux parties. Ça c'est partie numéro 1. Bonne écoute. N'a tourné dans une prochaine vidéo pour nous présenter deuxième partie sur l'autre aspect dans la déclaration ou bien dans l'aveu mercenaire colombien. Exclusivo Noticias Caracol. Buenas noches. Salut, l'unité d'enquête de Noticias Caracol vous apporte une exclusivité mondiale. Les voix des mercenaires qui ont participé à l'assassinat du président d'Haïti, Jovenel Moïse. Les témoignages des retraités colombiens que vous allez entendre montrent des données jusqu'ici inconnues. Comment s'est déroulé l'assaut? Pourquoi l'évasion a échoué? Quels politiciens haïtiens sont liés dans cette affaire? Julio Alfredo, nous avons 15 heures d'audio avec les aveux des mercenaires. 4 d'entre eux, les principaux protagonistes du complot, racontent leur version de ce qui s'est passé. Il s'agit du capitaine à la retraite Germán Garcia, leader du groupe et lien principal avec la compagnie qui a organisé le plan de concert avec des Haïtiens qui ont participé au coup d'État. Le sous-lieutenant retraité Carmona Flores et le sergent à la retraite Angel Yacesira qui faisaient partie du groupe et qui ont pénétré violemment à la résidence du président. Enfin, le soldat retraité Naïser Franco Cacera, l'un des hommes du groupe d'élite dans l'opération qui a pu pénétrer dans la pièce où le président a été assassiné. Avec des images inédites jusqu'ici de ce qui s'est passé dans la nuit du 7 juillet et les jours suivants, et avec l'aide de notre département graphique à Noticias Caracol, nous avons reconstruit le film des événements minute par minute. Quelques jours avant l'opération du 7 juillet, Joseph Badio, un fonctionnaire du ministère de la Justice d'Haïti, a donné un ordre au capitaine Germán Rivera qui a marqué un point de rupture dans cette histoire haïtienne. Il a dit qu'il devait tous les tuer, les policiers, la sécurité du président, tous ceux qui sont à l'intérieur de la maison, qu'il fallait les tuer. Rivera, chef du groupe des mercenaires, qu'ils appellent Mike, a donné l'instruction qui a également changé le sort des 22 anciens soldats colombiens. Mike a dit qu'il fallait entrer et tous les tuer. Il fallait tous les tuer, les policiers, ou plutôt s'il y avait même un animal de compagnie, il fallait aussi tuer l'animal, car il ne pouvait pas y avoir de témoins. Ils nous ont vendu l'idée au début de celle du mandat d'arrêt. Ils nous ont dit que c'était un mandat d'arrêt, oui, mais Mike nous a dit que c'était nécessaire de liquider le président par la suite. En possession des anciens militaires, ce mandat d'arrêt illégal a été retrouvé avec lequel ils ont tenté de lui donner le coup d'État afin de justifier l'opération. Le jour de l'attaque, le groupe de mercenaires a été rassemblé à la maison de Jacques Rodolphe, alias Todo, un mafieux de Port-au-Prince accusé de participer au complot, et c'est lui qui aurait permis d'obtenir les armes. Au total, je pense qu'il y avait 16 armes, pas plus, entre 15 et 16. En effet, nous étions pas tous armés. Non.
Les Colombiens étaient divisés en 4 équipes de 5 membres. Le sergent Duvernay Capador pour superviser l'opération à l'intérieur de la maison du président en communication constante avec Germán Rivera qui lui attendait à l'entrée de la maison vers 1h du matin. Le groupe est parti dans 6 voitures pour exécuter l'opération. Ils étaient accompagnés de l'haïtien Joseph Badio et de James Solage et de 4 policiers haïtiens. Le premier véhicule allait avec les 3 policiers et 2 des 20 hommes d'ici arrivaient à un point où se trouve la police et ils s'arrêtent puis neutralisaient les policiers qui étaient là. Les premiers coups de feu se font entendre lorsque nous sommes avec la police au 2e poste de sécurité. Comme ils ont commencé à tirer hors de la maison, nous sommes éloignés et positionnés dans les véhicules comme prévu à environ 80 mètres et une rue très étroite et droite. Les Colombiens ont déjà franchi les 3 postes de contrôle après avoir réduit la garde et atteint la porte de la résidence présidentielle. Nous avons commencé à essuyer des tirs, puis tout le monde s'abrite derrière les murs. À ce moment, j'ai bien sûr cherché une couverture de protection. Non, il y avait des tirs pour croiser parce que nous avons tiré nous aussi car évidemment nous n'allions pas nous faire tuer. Au milieu de la fusillade, les Colombiens ont découvert que le portail principal de la maison était ouvert. Il y avait une petite porte et puis par là, nous avons commencé à essayer de trouver une brèche. Et bien sûr, je cherchais une couverture. Les premiers groupes dirigés par Carmona étaient chargés de sécuriser le premier étage. Nous sommes entrés dans la maison et au premier étage, nous avons tourné à gauche. Et il y a eu une pièce qui semblait un salon, en tout cas avec une table, une grande table. Au fond, il y avait une salle de bain. Ils ont découvert plusieurs policiers. Au lieu de leur faire face, mais ils se sont cachés. Ils étaient à peu près 4 à 5 policiers haïtiens qui se sont cachés. On les a vus, ils se sont cachés. Et ils ont dit non, 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 s'il vous plaît, non, non, s'il vous plaît. Alors, nous avons pointé sur eux et nous les avons menottés. Ils avaient des armes là-bas, des fusils, des pistolets, ils avaient beaucoup de choses là-bas. Mais ils s'en sont pas servis, tout simplement. Alors que ses camarades sécurisaient au premier étage, le groupe Delta avait pour mission d'avancer au 2e étage et de chercher le président Moïse. Ce groupe Delta était composé de meilleurs soldats qui en Colombie faisaient partie du commandement spécial de l'armée contre les barons de la drogue. Ce qui est arrivé, c'est que cette équipe appartient à la société Delta, du bloc de recherche en Colombie. Alors, ils ont été les plus expérimentés. Au 2e étage, ils ont trouvé 2 chambres. Franco et les soldats de Palacios sont allés à celle de droite, qui avait la porte ouverte et il n'y avait personne. Quand nous sommes entrés dans cette pièce, on a vu une salle de bain, un lit, mais il n'y avait personne. On voulait juste vérifier car la porte était ouverte. Yepes, Pineda, Romero, Capador sont entrés dans la pièce de gauche, dont la porte était fermée. Dans cette pièce, ils trouvaient le président Jovenel Moïse et son épouse Martine Moïse. Tout en pleurant un peu, Franco a déclaré que Victor Pineda était celui qui a tiré sur le président. On dit que c'était Pineda. Il s'écoutait. Il est très inquiet que ce garçon n'ait pas de paix. À la question précise de savoir qui a tiré sur le président, Carmona a répondu « Je veux que vous écriviez juste un nom de famille là-bas. Vous êtes déjà en train de l'enquêter pour voir s'il est vrai ou non. » Pineda. Selon les déclarations, Pineda est entré à l'intérieur de la pièce avec un fusil M4. Le président Moïse a reçu 12 balles, sa femme a reçu plusieurs balles dans l'abdomen. Elle a vécu miraculeusement. Une fois le crime commis, les mercenaires ont activé le plan d'évasion.
Dans les bandes audio obtenues exclusivement par Noticias Caracol, les anciens militaires colombiens révèlent comment ils ont volé plusieurs millions de dollars de la maison du président. Les mercenaires ont également raconté la façon dont 3 des hommes ont été tués et qu'ils ont vécu pendant la tentative d'évasion 36 heures après les faits dans la maison où se sont barricadés avec une fusillade intense qui s'est terminée. L'assaut a duré environ 30 minutes. Après la mort de Moïse, les mercenaires se sont concentrés sur l'argent. Avant l'opération, ils avaient été informés que Moïse avait entre 18 et 45 millions de dollars dans sa résidence. Dans la chambre, ils ont trouvé 2 valises et 3 boîtes apparemment remplies de billets. À partir de là, tout s'est calmé et ils ont commencé à sortir des valises dans le hall. J'ai moi-même emmené les valises dans la voiture. L'argent qu'ils ont déclaré était pour l'entreprise qui avait employé les mercenaires et une autre partie serait le paiement des Colombiens. Ils ont également pris des documents du président et du système d'enregistrement des caméras de surveillance. Les valises ont été chargées dans le premier véhicule où James se trouvait. Les valises ont été chargées là-bas. Le système de caméra a été aussi chargé. Des enveloppes contenant des documents ont été chargées également. À ce moment-là, les Colombiens se trouvaient déjà seuls. Joseph Baggio et les policiers haïtiens qui étaient venus avec les Colombiens avaient tous disparu. Il était arrivé avec nous et au moment où cela s'est passé, il est parti avec les policiers. Il nous a laissés seuls. Ils étaient dans une Ford grise. Les mercenaires se mettent en route pour se rendre au Palais national. Selon le plan, un nouveau président devrait prêter serment et réaliser le coup d'État et ferait des Colombiens sa garde personnelle. Capador nous emmenait au Palais national parce que c'est là où il avait prévu de nous protéger. Oui, la police allait nous protéger. Nous roulions lentement, très lentement, jusqu'à l'aube du matin. Je crois que le premier de nos véhicules s'est trouvé en face de quelques voitures qui ont fait un barrage sur la route et qui ne vont pas nous laisser passer. Étant bloqués là, nous devions tous arrêter, sortir des véhicules et rester sur la route. Dans cette vidéo, nous voyons 2 des mercenaires cachés dans un caniveau. La police haïtienne a bloqué le passage avec des pick-up et des chars. Les Colombiens se sont réfugiés dans cette maison. Les images montrent que plusieurs d'entre eux attendent une exfiltration promise par Arcangel Pretel, le Colombien qui dirigeait l'entreprise de recrutement CTU. Mais l'aide n'est jamais arrivée parce qu'elle n'a tout simplement jamais existé. Eh bien, nous sommes là, le temps passe, aucune solution pour nous. Mais que se passe-t-il? Pourquoi ne sont-ils pas venus faire ce qu'ils avaient promis comme être au Palais national? Ils avaient dit qu'on allait être accueillis là-bas et que nous serions protégés. Alors, ils ne disent rien du tout. Ils ne disent rien. Non, 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 on parle, on se coordonne. C'est ce que dit Capador. Ne t'inquiète pas, on coordonne. La contre-attaque des autorités haïtiennes a commencé dans l'après-midi. C'était environ vers les 4 heures dans l'après-midi. Ils ont commencé à lancer de lacrymogènes, puis les tirs ont commencé à résonner. Si je me souviens bien, des tirs de fusil ont été entendus. C'est alors que les Colombiens ont vécu dans une folie totale. C'était de la folie totale. On a reçu beaucoup d'impacts, beaucoup de balles. C'était assez effrayant pour tout le monde. On a eu très peur. Et là, ils ont endommagé la porte, les murs. Au milieu de l'attaque, le premier sergent colombien Javier Romero est tombé. Nous avons été attaqués très fort parce que nous avions très peu d'armes, très peu de munitions. Et ils ont lancé une grenade à main. Javier était dans un coin. La grenade lui est tombée dessus. Ensuite a suivi la mort du sergent Duvernay, l'homme qui avait recruté le plus de mercenaires, et c'était lui le militaire le plus expérimenté du groupe. Après la grenade, nous sommes allés à l'autre coin pour s'abriter, à l'arrière de la maison. C'est alors qu'ils ont lancé une autre grenade dans la même direction. Et Capador a été atteint avec un trou d'entrée et de sortie dans son corps. Nous sommes partis de là et nous avons essayé avec le paramédical de faire ce que nous pouvions, mais toutes nos trousses étaient dans les véhicules. Ensuite, l'ancien soldat Miguel Carson est décédé, qui s'est apparemment abattu par accident. Les mecs, c'est juste ce qu'ils disaient à ce moment. Ils disaient « Tuez-moi, 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 ne me laissez pas comme ça, ça fait très mal, tuez-moi ». Et puis nous,
Mais ensuite, nous avons découvert qu'il n'a pas été tué par la police. Il a été atteint de balles tirées par son propre fusil. À ce moment-là, les Colombiens savaient déjà qu'ils avaient perdu. J'ai dit non, je ne veux pas qu'ils m'attrapent. S'ils vont me capturer, je préfère mourir. Je préfère m'ôter la vie comme ça. La maison dans laquelle ils se sont réfugiés a reçu une grosse volée de balles des autorités haïtiennes. Dans la nuit, les Colombiens ont profité de l'obscurité pour se déplacer entre les murs et les toits afin de se réfugier dans l'ambassade de Taïwan qui se trouvait à quelques mètres. Puis nous sommes entrés dans l'ambassade. Mike a dit non, Griff, ils ne peuvent pas entrer ici. C'est un autre gouvernement. C'est une telle chose, c'est ici. Ou soit nous sommes en sécurité ici. L'ambassadeur de Taïwan sait déjà que nous sommes ici. Ils ont passé la nuit à l'ambassade de Taïwan. Les cerveaux du complot n'arrêtaient pas de faire de fausses et délirantes promesses au groupe désespéré de mercenaires. Il nous a dit plus tard que l'ambassade des États-Unis déménageait déjà et qu'ils allaient emmener je ne sais combien de soldats américains. Le lendemain matin, un jour et demi après l'assassinat, les autorités haïtiennes sont entrées dans l'ambassade de Taïwan et ont trouvé les Colombiens cachés dans une pièce. Nous étions enfermés là-bas et nous avions commencé à entendre dès le matin qu'ils étaient entrés. Ils faisaient une perquisition dans la chambre où je logeais et en finale, ils sont entrés, oui, et nous ont capturés, puis ils nous ont mis les menottes. Les mercenaires colombiens étaient en fuite depuis près de 36 heures. Aujourd'hui, ils encourent des peines qui pourraient les garder dans une prison haïtienne pour le reste de leur vie. Ça, c'est partie numéro 1 dans la déclaration que Noticias Caracol publié avec voix mercenaires colombiens. Dans la deuxième vidéo qui va venir tout de suite après ça, sur le même channel là, une autre vidéo en espagnol que moi traduit en français pour nous, nous pourrons attendre voir mercenaires qui cité nos mondes qui impliqués selon eux-mêmes dans le complot pour tuer Jovenel Moïse et qui étaient engagés. Ils ont cité non plusieurs hommes d'affaires qui c'est des mafieux selon Saoudi. Ils ont parlé de anciens sénateurs, ils ont parlé de policiers, mais tout ils ont même parlé de ancien premier ministre Claude Joseph. N'a rappelé que ça il y a longtemps, Noticias Caracol t'a plaidé dit que Claude Joseph est non impliqué dans question complot pour assassiner Jovenel Moïse. Prochaine vidéo dans les heures qui suivent sur cette même chaîne, et Pierre Richard Midi. À bientôt, mesdames, messieurs, et à bien une troisième vidéo qui suivre pour nous commenter et analyser pour vous les propos, les déclarations, les aveux de ces anciens militaires colombiens. À très bientôt.